La guerre est le premier producteur de propagande de l'histoire. C'est la seule constante qu'on peut observer. À chaque fois qu'il y a une guerre, il y a de la propagande. Donc, si tu crois réellement ce que te dit Netanyahou là quand il parle de changement de régime, c'est bravo, tu es dupe, tu es victime de propagande. En fait, c'est un truc qu'il n'y a que lui qui le lit, hein. Même les autres, même les autres ne l'affirment pas comme lui il l'affirme, le fait que Israël veut un changement de régime en Iran. Il y a les médias français qui sont en train maintenant de spéculer, qui sont un peu... ça dépend, il y en a certains qui le disent, certains qui le disent pas, mais le consensus c'est... Globalement, ils se demandent si c'est réellement ce qu'il veut faire. Absolument pas, non. Et je pense que, alors c'est un peu paradoxal vu que je fais cette vidéo, je pense que c'est complètement inutile d'en parler. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est de la pure communication, c'est de la diplomatie. Hein. N'oubliez pas que la politique, c'est beaucoup de symboles. Et là, on est en plein dedans. Déjà, avant de continuer, je tiens à préciser que je ne soutiens aucun des deux, bien évidemment, ni Israël ni l'Iran. Le fait que je critique Israël, que je critique Netanyahou, en fait, c'est juste j'essaie de vous donner des clés de compréhension par rapport à ce qui est en train de se passer, histoire que tout le monde soit un petit peu moins stupide vis-à-vis de ce qui est en train ce qu'on est en train de voir, y compris sur les médias. Je vous encourage à lire les médias, mais surtout ne vous limitez pas aux médias français. Allez voir les médias étrangers, allez voir les médias israéliens, autant ceux qui sont pro-Netanyahou que ceux qui sont contre Netanyahou. Je vous rappelle qu'il est minoritaire politiquement dans son propre pays. Allez voir les médias. Alors, je sais que y a certains médias, quand on est en France, on peut pas y accéder, mais... Au moins, allez sur X, allez sur Twitter. Allez sur X, c'est là où on trouve des informations beaucoup plus rapidement que dans les grands médias traditionnels. Je ne soutiens ni Israël ni l'Iran parce que les deux sont des États criminels. J'ai rien d'autre. Concrètement, en termes de droit international, les deux sont des États criminels et même en termes d'éthique, en termes de tout ce que tu veux. Voilà, j'ai pas envie de soutenir l'un par rapport à l'autre et c'est pas parce que je dis du mal de l'un que ça veut dire que je soutiens l'autre. À un moment, faut arrêter avec ça. Hein. Moi, je suis dans un pays qui n'a rien à voir avec cette guerre. Je préfère que ça reste le cas actuellement. Alors, on a cette vidéo. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'adresse au peuple d'Iran. Donc en fait, il a multiplié les prises de parole où il s'adresse directement aux Iraniens. Il leur dit cette guerre c'est pas contre vous, c'est contre votre gouvernement. Nous ce qu'on veut c'est que votre gouvernement pâtisse parce que votre gouvernement... En fait c'est purement de la com. Je suis en train de me faire des facepalms mentaux rien qu'en vous expliquant ça parce que c'est complètement paradoxal de dire ça aux gens d'un pays que tu attaques. Sachant que c'est systématique, hein. Quand on a une guerre, il y a deux choses qui sont constantes. Numéro 1, c'est la propagande. Numéro 2, le soutien des populations à leur propre régime. Même quand c'est une guerre qui ne touche pas réellement directement le pays en question. La guerre, et quand c'est ton pays qui se fait attaquer, en fait, ton gouvernement, il a encore plus de popularité qu'avant, sauf dans certains cas exceptionnels. Voilà. Avant de poursuivre la vidéo, surtout... appuie sur le bouton j'aime, c'est très important de dire à YouTube que tu aimes bien ce genre de vidéo, surtout si tu le regardes tous les jours. Je sais que 80% d'entre vous d'ailleurs ne sont pas abonnés, donc c'est le moment pour ne rater aucune des vidéos. J'en fais vraiment pas mal, mais si tu veux en rater aucune, il faut s'abonner, c'est super important et c'est gratuit. De toute façon, c'est gratuit. J'oblige personne à rien faire, mais c'est quand même un sacré boost pour la chaîne si t'aimes bien ce que je fais, si t'aimes bien, si t'aimes bien les commentaires que je fais par rapport à la politique internationale ou la politique française. Alors, pour revenir à Netanyahou, il a multiplié les prises de parole où il s'adresse directement aux Iraniens et on dirait vraiment dans sa communication qu'il veut un changement de régime. En fait, on a l'impression d'entendre Bush Bush qui parle des Irakiens. C'est exactement la même chose, sauf que là, Netanyahou, manque de bol, il est 20 ans il est 20 ans en retard, voilà. Ça n'a jamais été l'objectif. Le fait de changer de régime, ça n'a jamais été l'objectif. Alors, objectivement, ça serait peut-être préférable. Ça serait préférable dans le sens où les Iraniens sont oppressés par leur régime. Voilà. Je précise encore une fois que je critique l'Iran, ça veut pas dire que je suis pro-Israël. C'est super important de rappeler ce genre de truc vu que les gens sur YouTube ont la mémoire très courte. Mais l'Iran opprime sa propre population. Hein. Et petite parenthèse, allez voir l'état de certains médias israéliens. Il y a un avant et après le 13 juin. Il y a un avant et un après, clairement. Par rapport à l'Iran, l'Iran tue ses propres citoyens, tue ses propres civils. L'Iran tue ses propres journalistes, il emprisonne, il muselle, il force les femmes à se voiler. Voilà, l'Iran, c'est un État. Le gouvernement actuel, le gouvernement des mollahs, comme on l'appelle, n'est pas
bon moralement. Voilà, objectivement, il n'est pas bon. Objectivement, c'est pas bon en termes de liberté publique, en termes de morale, en termes d'éthique. C'est pas bon de vivre en Iran en tant que citoyen. Par contre, le problème, c'est que dans les changements de régime, celui qui vient après, le nouveau régime, en général, il est pire. Et en cas de révolution, ça arrive très très souvent qu'il y a une guerre et que ça entraîne une révolution, une défaite militaire qui entraîne une révolution. Ça arrive très souvent et en général, le nouveau régime est encore pire. Donc, pourquoi le nouveau régime est encore pire? Parce que le nouveau régime a l'impression d'être du bon côté de l'histoire et donc ça... Le fait d'avoir l'impression d'être du bon côté de l'histoire, ça justifie toutes les atrocités. Donc, en termes morale, on va dire oui, il faut un changement de régime. Par contre, vu la situation actuelle, vu le fait que c'est le Moyen-Orient, vu le fait que les États-Unis vont sûrement mettre la main à la pâte aussi, peut-être, je sais pas, avec Trump c'est jamais prévisible, le fait qu'on parle d'Israël, le fait qu'on parle de cette zone-là, de tout ce contexte-là, tout indique qu'en fait, si jamais il y a changement de régime, bah pour les populations civiles, ça sera pire. Par contre, ça n'a jamais été l'objectif. Netanyahou, c'est pas qu'il veut pas de changement de régime. C'est pas qu'il veut pas de changement de régime dans le sens où il ne veut pas que le régime actuel change. Pas du tout. Il s'en fiche. Qu'il y ait changement de régime ou pas, il s'en fiche, c'est pas important. L'objectif de l'opération, ça n'a jamais été ça. L'objectif de l'opération, je vous ai traduit cet article du Guardian, c'était de décapiter le commandement militaire iranien. Ça a toujours été ça, et c'était une moitié de succès, on va dire. Moitié de succès déjà un succès vis-à-vis du fait que les cibles qui voulaient attaquer au début, ces cibles ont été anéanties. C'est les mecs qui voulaient tuer, ils les ont tués. C'était des responsables militaires, des responsables d'opérations, de développement de programmes nucléaires. Voilà, on a cette carte-là. On voit un truc qui est très clair, c'est le fait que l'Iran est un pays très grand et Israël ne dispose pas de la portée suffisante pour anéantir toutes les cibles qu'il voudrait anéantir. Donc voilà, ça, on le voit clairement dans cette carte. Ce que Israël a frappé, donc des installations nucléaires, je suis désolé pour les pubs, j'ai dû changer de navigateur. J'ai dû changer de navigateur parce que j'essaye de traduire les articles sur Edge, qui est le navigateur que j'utilise. Sauf que je sais pas ce que j'ai fait, j'ai complètement foiré le truc. Maintenant, je ne peux traduire que les articles en français en anglais. Je ne peux pas traduire les articles en anglais en français. Du coup, j'ai dû switcher sur Chrome où je n'ai pas de bloqueur de publicité. Voilà. Donc il y a des postes électriques, centrales, usines, nuclear facility. Alors il y a un problème au niveau de la traduction là. Des bâtiments qui ont été endommagés, des installations militaires, des installations de missiles, les usines de missiles de l'Iran en grosse partie sont plutôt intactes vu l'état actuel des choses. C'est pour ça que je vous parle de succès mais pas réellement, plutôt moitié de succès. Voilà. Téhéran frappe. Téhéran frappe à Téhéran, excusez-moi. Là, on est sur Chrome, hein, la traduction est des fois hasardeuse. Voilà, ça ne ressemble pas, je vous montre ça pour vous dire que ça ne ressemble absolument pas à une opération militaire pour changer de régime. On sait comment ça se passe un regime change, ça se passe pas du tout comme ça. L'objectif c'était de décapiter l'appareil militaire iranien. Ça a eu un succès. En fait, là où on peut parler de succès militaire de la part d'Israël, c'est les mecs, les cibles au début, vraiment les premières attaques. Les premières attaques, c'était incommensurable comment c'était précis. C'est un succès, je comprends pas comment on n'en parle pas plus, vu que c'était complètement inédit. Et là, un autre truc dont on ne parle pas, qui est aussi inédit, c'est à quel point Israël est en train de se faire casser la gueule. Les frappes qu'on est en train de voir sur Israël, c'est pas que ça a été, c'est rarement arrivé, c'est pas que c'était pas arrivé depuis la guerre de Kippour, je sais pas quoi. Non, ça n'est jamais arrivé. Cette puissance de frappe n'a jamais été connue sur le sol israélien. C'est bizarre qu'on n'en parle pas tant que ça, mais très important à savoir parce que ça veut tout simplement dire qu'on est en train d'assister à quelque chose d'historique, simplement. Une autre raison, alors là ça va plutôt être cet article là du Guardian, je suis vraiment désolé pour la pub, alors je sais que là la moitié de l'écran ne sert à rien. Netanyahou parle de changement de régime en Iran, il parle en réalité de destruction de régime. Le Premier ministre israélien n'a aucun intérêt pour l'avenir de l'Iran au-delà de l'affaiblissement et de la déstabilisation d'un rival régional. C'est complètement ça. Alors on voit clairement que le Guardian on voit clairement la position du Guardian en termes géopolitiques dans ce conflit-là. Rien qu'avec le choix de cette image, voilà, ça n'avait pas du tout Bibi en valeur, et c'est pas pour rien. L'objectif, c'était la déstabilisation. C'était pour moi, j'irais plus loin. L'objectif, c'était de décapiter le commandement militaire iranien pour en faire une puissance de seconde zone, pour les rendre incapables de faire quoi que ce soit, mais surtout
pour moi, l'objectif, c'était surtout, en fait, quand on voit, faut toujours tout ramener aux États-Unis quand on parle d'Israël. Hein. Je vous rappelle que le phare états-unien au Moyen-Orient, c'est Israël. C'était le fait d'exclure l'Iran de la table des négociations. Il y a un article du Point que j'ai trouvé très intéressant dans une phrase qui était formulée, c'est que, je crois que c'était un entretien, c'est quelqu'un qui avait dit Netanyahou a reçu le feu orange de Trump. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de feu vert américain. Les États-Unis, à aucun moment, ils ont dit allez-y, on est derrière vous, on vous soutient. Non, pas du tout. C'était pas en dents de scie. C'était non, mais si tu veux y aller, on ne pourra pas t'en empêcher. Voilà, la position des États-Unis, c'était ça. Pourquoi ? Parce que les États-Unis voulaient négocier avec l'Iran. Parce que Trump ne veut pas avoir uniquement Israël comme allié au Moyen-Orient, parce que les deux sont complètement opposés. En termes de guerre, ils sont complètement opposés. Netanyahou est très belliqueux, alors que Trump ne l'est pas du tout. Enfin, belliqueux. C'est une question d'interprétation. Il y en a qui pensent que Netanyahou veut se défendre, il y en a qui pensent qu'ils veulent détruire l'Iran, il y en a qui pensent... Voilà. En termes de point de vue, les points de vue dans un cas comme ça, vu qu'on n'a pas suffisamment de recul, je pense que c'est inutile de discuter de ça. Dans tous les cas, Netanyahou veut la guerre. Quand Netanyahou a besoin de guerre, il l'a fait. Trump ne veut pas. Trump n'en veut absolument pas. Et il sait que, d'où le fait que ça va être critique ce qui va se passer dans les prochains jours, si Trump décide d'emmener les États-Unis en guerre, il va perdre une grosse partie de son électorat. C'est un suicide électoral, c'est un suicide politique même. Il va complètement perdre son image. Et je pense qu'il est en train de... Comment dire ? Il hésite entre le fait de complètement laisser Israël à les laisser se débrouiller seuls, ou alors, et dans ce cas-là, ça conforterait sa position en termes politiques à l'intérieur des États-Unis, ou alors agir, et dans ce cas-là, voilà, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo sur le sujet, mais Trump ne peut pas être gagnant dans la situation actuelle. Voilà, tout ce qu'il peut faire, c'est jouer sur son image, et Trump est obsédé par ce que les gens pensent de lui, qu'importe ce qu'on pense. Hein. Moi, Trump, disons que par rapport à ce qu'il a fait en termes de politique intérieure, disons que je suis 60% pour. Je le préfère dans le sens où je le préfère très largement au président précédent. Comme on peut comparer, il y a des trucs qui se comparent pas, mais je préfère Trump je suis vraiment désolé d'en arriver là, je l'annonce. Je préfère très largement Trump aux autres présidents. Je préfère Trump à Biden parce qu'au moins Trump il gouverne, alors que Biden c'est une marionnette. Du coup, et là le problème c'est que Trump va montrer, potentiellement, il va devoir gérer son image. Il est vraiment dans une posture qui est extrêmement compliquée. Il va devoir gérer son image, quitte à montrer au monde qu'il ne maîtrise pas Israël, qui est pourtant son allié principal. Donc, et ça pose une autre question. S'il n'arrive pas à maîtriser Israël, comment est-ce qu'il pourrait nouer d'autres partenariats avec d'autres pays au Moyen-Orient, sachant que c'est ce qu'il a envie de faire ? Très compliqué. Il est en train de montrer qu'il ne sait pas négocier. Donc voilà, pour vous dire que je préfère Trump aux autres présidents. Par contre, pour le coup, il s'est vautré. Il est en train de se vautrer. Et je pense que ça va être très difficile de ne pas continuer, de ne pas persister dans le dit vautrage. Donc, l'objectif de Netanyahou, c'était d'exclure l'Iran de la table des négociations. Il savait que s'il attaquait, que s'il était le premier attaqué, parce que de toute façon, cette guerre allait arriver d'une façon ou d'une autre, s'il était le premier attaqué, ça permettrait d'exclure l'Iran de la table des négociations et de forcer les États-Unis à les suivre. Parce que là, si Netanyahou persiste, au bout d'un moment, Trump, il n'aura pas d'autre choix que de les aider d'une façon ou d'une autre. Déjà qu'il les aide en leur envoyant des armes, Trump n'aura pas d'autre choix que d'intensifier le soutien. Donc, quand Netanyahou nous dit... Donc, pourquoi est-ce que Netanyahou nous dit, voilà, les Iraniens, c'est pas contre vous, c'est contre votre gouvernement, il faut vous lever et vous soulever contre... C'est pour alimenter son image de gardien de la démocratie. Israël, c'est le seul pays au Moyen-Orient qui ressemble en tout point, on va dire dans les points principaux, il ressemble à un État occidental. Et ils en sont conscients, et c'est un peu leur image. Hein. Ils se donnent cette image de seul État où on a une réelle démocratie parlementaire au Moyen-Orient. Ce qui est techniquement vrai. Le modèle parlementaire israélien est calqué sur le modèle occidental, sauf que là, on ne parle pas uniquement de structure, mais aussi, on parle aussi de conjoncture. Donc, pour le coup, oui. Et du coup, ça justifie le fait de se prétendre comme... de faire un peu le néoconservateur, de faire un peu le mec qui est là pour propager la démocratie. Donc en fait, c'est une façon de dire les États-Unis ne font pas de regime change, vu que c'est Trump. Si c'était Biden président, ce discours ne ressemblerait pas du tout à ça. Par contre, vu que là c'est Trump qui ne fait pas de changement de régime, il dit nous on le fait. Voilà. C'est de la pure
je le répète encore une fois, c'est de la pure propagande. Il dit ça, alors quand il dit ça, c'est clairement destiné aux Iraniens qui sont très favorables à Israël, parce qu'ils existent. Ils existent. Je parle pas uniquement des espions, je parle des Iraniens qui sont favorables à Israël. Et des Iraniens qui sont un peu emportés là-dedans et qui se mettent à soutenir quasi ouvertement sur les réseaux sociaux. Ils se mettent à soutenir ouvertement Israël parce que Israël s'attaque à leur gouvernement. Sauf que là, on parle quand même Israël. Alors, à vérifier, mais il me semble qu'Israël, les attaques israéliennes en Iran ont fait des victimes civiles. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Absolument pas. Du coup, changement de régime, je ne sais pas. Peut-être, moi, l'hypothèse pour laquelle je pencherais plus, ce serait pas un changement de régime, mais peut-être, c'est assez classique en politique de guerre. Quand on parle de géopolitique, en général, c'est assez classique, tout simplement le fait de diviser l'État. Alors, tout simplement, on va dire de façon classique, diviser l'État iranien en plusieurs États pour en faire des États tampons. Divide et impera, diviser pour mieux régner. C'est une des stratégies les plus anciennes. C'est une des stratégies les plus anciennes et qui a montré plus d'une fois son succès. D'avoir des États tampons, de diviser l'État pour qu'il y en ait plusieurs. Je voulais vous montrer aussi ça, c'est Reza Pahlavi qui est le fils du Shah d'Iran, qui est prétendant au trône du Shah, qui a multiplié également les prises de parole pour dire aux Iraniens de se soulever contre leur régime. Sauf que s'ils font ça, bah qu'importe ce qui se passe après, ça sera encore pire pour eux. En général, dans des situations comme ça, quand on a un changement de régime, en général, c'est pire. Voilà. Donc, je sais que dans cette vidéo, j'ai été très critique envers Israël. On aurait quasiment dit que je suis du côté iranien. Absolument pas. Absolument pas. J'essaie juste d'être le plus réaliste possible. J'essaie d'être un partisan. J'essaie de pas prendre parti pour j'essaie de pas me calquer sur la position d'un parti ou d'une personnalité ou quoi que ce soit. C'est pour vous expliquer, donc pour conclure tout simplement cette vidéo, Netanyahou veut se donner cette image de protecteur de la démocratie en mode oui, le peuple contre l'État qui l'opprime. Alors oui, l'État opprime le peuple iranien. C'est objectif. Franchement, c'est objectif. En termes de droit international, enfin en termes de droit tout court, en termes d'éthique, de morale, l'État iranien opprime son peuple. Sauf que c'est complètement illusoire de penser une seule seconde que les Iraniens pourront se soulever contre le régime des mollahs et instaurer une démocratie parfaite. Non, ça va se solder en dictature. Il y a des millions de personnes qui vont mourir, comme d'habitude. Et l'objectif d'Israël, souvenez-vous, c'était deux choses. Décapiter le commandement, l'appareil militaire iranien, semi-succès. 2. Exclure l'Iran de la table des négociations, succès sur toute la ligne. Maintenant, s'il y a des négociations, bah, je pense que c'est un petit peu mort. Voilà, je veux pas être pessimiste, mais là, le fait d'avoir ça peut se régler que par la diplomatie de la canonnière. Voilà, on te déglingue avec nos canons et ensuite on négocie. Je pense que ça ne pourra se régler que comme ça, dans le meilleur des cas. Voilà. Rien n'indique que Israël voulait faire un changement de régime. Ça ne ressemble pas à un changement de régime. Il y aurait eu des choses qu'ils auraient pu faire qui auraient pu montrer qu'ils voulaient faire un réel changement de régime. Dans tous les cas, ce qu'ils veulent faire, si changement de régime, ils veulent en effet le faire, ils ne pourront pas le faire tout seuls. Impossible d'imaginer si tu imagines une seule seconde que Netanyahou se disait sérieusement qu'il allait faire un changement de régime sans être sûr de l'appui des États-Unis, parce que même jusqu'à aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est le 20 juin, même jusqu'à aujourd'hui, il n'est absolument pas sûr d'avoir ce soutien. Donc, il n'est pas stupide. Enfin, pour moi, il est dans l'illusion des grandeurs. Il y a plein de choses qui vont pas avec ce mec, mais il faut vraiment être un niveau de moyenne section pour se dire qu'il pourra faire un changement de régime tout seul. Israël n'a pas la portée de toucher tout l'Iran, déjà. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois que c'est tout. Salut.